Bonjour à tous, dans cette vidéo j'ai eu la chance de rencontrer Evelyn Askolovitch qui est rescapée des camps de concentration. Ce témoignage sera divisé en plusieurs vidéos racontant les différentes étapes de sa vie. Je tiens à remercier Evelyn d'avoir accepté cette invitation et au mémorial de la Shoah qui a pu permettre cette rencontre. Les liens vers leur site internet sont dans la description. Sans plus tarder, je vous propose directement qu'on l'écoute. Je m'appelle Evelyn Askolovitch. Je suis née Sulzbach, c'est un nom allemand, parce que toute ma famille est originaire de l'Allemagne. Je fais partie de ces juifs allemands. Moi, je suis née à Amsterdam, mais toute ma famille, et du côté de mon père et du côté de ma mère, viennent d'Allemagne. C'était des juifs allemands qui étaient presque plus allemands que les Allemands, précis à l'heure, disant tout, jamais de l'à peu près, disciplinés, et surtout, ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'un jour, ils seraient plus allemands, qu'ils seraient rejetés par l'Allemagne, qu'ils seraient plus rien du tout. Alors, du côté de mon père, ils viennent de Francfort sur le Main, une famille très pratiquante, très pratiquante dans la religion juive, mais en même temps, dans la vie, c'est-à-dire ils allaient à l'école, ils allaient au lycée, ils passaient le baccalauréat, ils travaillaient. Mon arrière-grand-père, qu'on appelait, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent l'allemand, on l'appelait le Großpapa Sulzbach, le grand-père Sulzbach. C'était un monsieur qui était professeur d'histoire, et d'histoire juive et d'histoire allemande, et qui a vécu, il y a même une rue à Francfort qui porte son nom, c'est la rue du professeur Sulzbach. La famille était dans la vie, donc mon père avait une grande sœur, un seul frère et 3 autres plus petites sœurs. Et il a décidé en 1900, et c'était un monsieur, voilà, j'ai un très grand défaut, Gaël, c'est que je saute un peu du coq à l'âne. Alors mon père était un jeune homme très beau, très joyeux, très sportif, très dans la vie, avec une voix exceptionnelle, et il aurait voulu être chanteur d'opéra, mais dans une famille pratiquante juive, ça ne se faisait pas, et donc il chantait les chants de la Torah, de la Bible, mais il connaissait aussi tous les opéras par cœur, parce que il était un petit peu pas comme toute la famille, parce que le vendredi soir, quand on fait le repas du Shabbat, de l'entrée dans le Shabbat, il allait, après le repas, il allait en douce à l'opéra. Il avait pris des billets, il n'avait pas tellement d'argent, il était tout en haut, il écoutait tous les airs d'opéra et connaissait les opéras par cœur. Il a décidé en 1932 de quitter l'Allemagne quand Hitler est venu au pouvoir. Il a quitté l'Allemagne et il est allé aux Pays-Bas, à Amsterdam, où il avait une partie de sa famille était de là-bas, parce que c'était une très grande famille avec beaucoup d'enfants dans les familles juives, et une partie vivait déjà à Amsterdam. Il est arrivé à Amsterdam, et d'après ma tante, la sœur de ma mère, il était très prisé. Il dansait sur la glace. C'était un très bon patineur, il faisait partie d'un club d'athlétisme, il faisait sa vie à Amsterdam, il chantait et il avait un peu également laissé tomber la religion, peut-être qu'il n'était pas comme tout le monde, et il menait une vie très joyeuse et il était persuadé que l'Allemagne resterait neutre comme pendant la Première Guerre mondiale. Du côté de ma mère, ils étaient de Spire, également des juifs allemands. Spire est en Rhénanie, avec des velléités de devenir français. La vie était très sympathique là-bas aussi. Ils étaient intégrés dans la vie de tous les jours. Ma mère avait des cousins, elle avait une grande sœur et elle était extrêmement studieuse. Elle avait une mémoire infaillible, une mémoire fantastique. Et elle était première de sa classe après l'école primaire et après le lycée où elle allait à Mannheim tous les jours en train. Et en 1934, elle a passé son baccalauréat. Hitler était déjà au pouvoir. Dans son lycée, il y avait déjà des filles qui venaient avec le costume de la Hitlerjugend, de la jeunesse allemande.
mais elle voulait devenir juge pour enfants. C'était son rêve, c'était un rêve qu'elle avait, et elle pensait qu'elle allait pouvoir étudier. Et quand elle a passé son baccalauréat avec des notes extraordinaires, le directeur l'a appelée dans son bureau et il a dit Annie Seligman, tu as fait un baccalauréat fantastique, mais comme tu es juive, tu ne peux pas étudier. Et donc sur ton baccalauréat, il y aura marqué qu'on te souhaite bonne chance dans ta vie professionnelle. Elle était désespérée. Elle était vraiment désespérée. Elle pensait vraiment qu'elle allait pouvoir étudier. Elle pensait ne pas aller à la cérémonie de remise du baccalauréat, mais elle y est allée quand même. Et en effet, sur son baccalauréat, et j'ai une copie de ce baccalauréat, il y a marqué que des notes, des A, la meilleure note, qu'on lui souhaitait bonne chance dans sa vie professionnelle. Et elle ne savait pas quoi faire. Et une cousine lui a dit, nous sommes en 1934, lui a dit, tu peux aller en Angleterre. En Angleterre, tu peux devenir pionne dans une école à Brighton et tu peux même passer des examens, le British Proficiency in English, qui donnait l'autorisation de donner des cours. Elle est rentrée donc à Brighton dans cette école et elle aussi, elle avait de la famille à Amsterdam. Et un jour, en 1935, elle a rendu visite à son oncle et sa tante à Amsterdam et elle a rencontré aussi sa sœur. Et sa sœur connaissait son futur mari et elle s'est dit peut-être ces deux-là, ça pourrait marcher. Ils se sont rencontrés, ils se sont plu. Mon père lui a fait une cour assidue en lui écrivant des lettres passionnantes et passionnées. Et pour faire court, ils se sont mariés en 1936, le 2 juillet 1936. 1936, c'était l'année des JO de Berlin, où Hitler qui avait déjà commencé à emprisonner des Juifs, à persécuter les Juifs, à les mettre déjà dans des camps, mais il est devenu tout doux. Il voulait montrer à l'humanité que l'Allemagne était un pays très convenable. Et donc, les deux palais, mon père et ma mère, se sont mariés à Wiesbaden, une petite ville entre Francfort et Speyer. Mais sur les photos du mariage que j'ai récupérées, il y a beaucoup d'absents. Et quand j'en parlais à ma mère, elle me disait, oui, tu sais, il y a des gens qui étaient déjà partis, d'autres sont restés. Les parents des deux côtés étaient toujours en Allemagne. Ne savait pas où aller. La sœur aînée de mon père était déjà partie en Palestine via la Yougoslavie en 1935. Une autre sœur est partie avec son mari en 1935 également à New York avec son mari et 2 enfants. Une autre sœur était également partie à Londres et restait qu'une petite sœur qui était un peu déficiente mentalement, la plus dernière qui n'est pas sur la photo. Mais sur la photo, il n'y a que les parents de mon père et son frère. Et du côté de ma mère, eh bien, c'était pareil. La sœur aînée de ma mère était partie en Argentine en 1935, fin 35, pour rejoindre son fiancé qui était juif et qui n'avait pas pu rester en Allemagne. Il était avocat. Et il y a le grand-père de ma mère et ses parents, et c'est tout. Et ils se sont mariés et ils se sont installés donc à Amsterdam. Et il y avait de plus en plus de Juifs qui étaient venus d'Allemagne aux Pays-Bas, toujours persuadés que les Pays-Bas resteraient neutres. Et on a un chiffre que quand la guerre a éclaté en 1940, 34% des Juifs hollandais venaient d'Allemagne. Ils n'étaient pas vraiment intégrés, mais ils étaient beaucoup, et ils avaient gardé leur côté intellectuel. Ils se sentaient beaucoup plus intellectuels que les Juifs hollandais, où il y avait un peu de tout, parce que les Juifs aux Pays-Bas étaient totalement intégrés dans la population hollandaise. Il y avait des conducteurs de tram, il y avait des marchands de légumes, il y avait des chauffeurs de taxi, il y avait aussi des médecins, et il y avait aussi des avocats, mais les Juifs ne connaissaient pas du tout l'antisémitisme. Les Juifs faisaient partie de la population. Alors j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as entendu parler de la conférence d'Évian? Pas du tout, non, pas du tout. Eh bien, c'est dingue parce que c'est à chaque fois, je veux dire, tu n'es pas le seul. Ah, ça va. Dans ton lycée,
tu n'es pas le seul, mais pour moi, c'est le seul point d'histoire que je fais, et je le fais à chaque fois. La conférence d'Évian, pour moi, a été le début de la Shoah et a montré également l'importance ou la non-importance des Juifs. Les Juifs étaient déjà persécutés en Allemagne en 1938 d'une manière effrayante. Il y avait déjà des camps, il y avait des camps de travail, il y avait des camps de concentration. Les Juifs n'avaient plus le droit de travailler comme les autres personnes. Ils étaient persécutés, ils étaient tués. Et le président des États-Unis, Roosevelt, avait dit qu'il fallait faire quelque chose pour venir en aide aux Juifs d'Allemagne. Ça ne pouvait pas être dans une conférence de la Société des Nations, le précurseur de l'ONU, parce qu'il n'y avait pas tous les pays, mais toujours est-il que cette conférence a commencé le 2 juillet 1938. Ça devait avoir lieu à Genève et la Suisse a dit on ne peut pas le faire chez nous parce que nous sommes neutres, et la France a dit on le fera à Évian. Et elle s'est ouverte, il y avait environ 50 pays qui étaient là, pas l'Allemagne évidemment, et pas l'Italie, et pas l'Union soviétique. Et Hitler avait dit avant l'ouverture, si vous me débarrassez de tous les Juifs sur le territoire allemand, c'est bon, j'arrêterai les persécutions, mais je ne veux pas qu'il y ait un seul Juif sur le sol allemand. Et la conférence s'est ouverte en se félicitant qu'elle avait lieu. Et là, elle s'est ouverte le 6 juillet, il faut être précis, et elle a duré 10 jours. Et pendant 10 jours, tous les pays ont dit que c'était épouvantable de ce qui se passait avec les Juifs, qu'il fallait absolument faire quelque chose, mais d'abord les États-Unis ont dit, nous on a déjà un quota, on ne peut pas en prendre d'autres. L'Angleterre a dit, on a des problèmes économiques et on ne peut pas en prendre d'autres, puis il y aura la guerre, on ne peut pas le faire. La France, la même chose. Pour faire court, pendant 10 jours, tout le monde s'est étendu sur le fait que c'était affreux et qu'il fallait faire quelque chose, mais qu'il fallait d'abord préparer la guerre et qu'après la guerre, on pourrait voir. Alors, il y a deux suites à cela. Premièrement, Hitler a compris qu'en fin de compte, il pouvait faire ce qu'il voulait des Juifs, que tout le monde s'en fichait complètement, et que deuxièmement, le problème des Juifs et des camps qui allaient suivre ensuite n'était pas en haut du calendrier de la préoccupation de tous les pays. Et la suite, je pense que ça, tu la connais, il y a eu la nuit des cristal. Ce qui s'est passé, c'est que le 8 novembre au soir, un jeune juif allemand et désespéré, Herschel Grünspan, désespéré par ce qui se passait pour ses parents, est venu le 9 au matin, est venu à l'ambassade d'Allemagne à Paris. Il avait acheté un revolver, il avait tiré sur un secrétaire qui passait par là, qui lui a ouvert la porte, Vom Rath. Il l'a blessé mortellement, mais Vom Rath n'est pas mort. Hitler a immédiatement envoyé son médecin personnel, on l'a mis dans un hôpital, et il a dit à ses troupes SS, SA, à Himmler, à Goebbels, dès que Vom Rath est mort, vous pouvez y aller. Vous pourrez y aller, vous pourrez casser du juif. Vom Rath est mort à 16h30 et Hitler a dit « allez-y ». Et la nuit du 9 au 10 novembre 1938 a été une nuit d'horreur où on a tué, où on a cassé tout ce qui y avait de juifs dans les villes. Le verre a jonché le sol et c'est pour ça qu'on appelle cette nuit la nuit de cristal. Un terme très, très poétique, mais il ne restait plus rien. On a tué des Juifs, c'était une nuit d'horreur, et les Juifs d'Allemagne ont compris qu'ils n'étaient rien. Mes grands-parents maternels ont pu s'enfuir de Spire. Ils avaient été prévenus par des voisins, partez, parce qu'il va y avoir des horreurs. Ils sont partis dans une petite ville à côté, et quand ils sont revenus le lendemain matin et qu'ils ont vu l'horreur qu'il y avait,
ils ont compris qu'il fallait qu'ils partent. Parce que jusqu'à là, ils n'avaient pas compris. Ils pensaient toujours, et je fais de nouveau une petite parenthèse, mon grand-père paternel a fait la guerre 14-18 du côté allemand. Pendant 4 ans, il a été sur le front russe et il est revenu avec la croix de guerre d'argent et ayant été un bon soldat. Et ils étaient persuadés qu'ils étaient allemands. Ils ont fait des démarches et ils sont partis en janvier 1939. Ils sont partis à Buenos Aires où il y avait la sœur de ma mère. Les parents de mon père, on ne sait pas très bien. Enfin, il leur est rien arrivé. Ils sont restés chez eux, terrés à Francfort, et ils sont partis également en janvier pour aller à Amsterdam rejoindre mes parents parce qu'ils n'avaient pas le choix d'aller ailleurs. C'est déjà la fin de cette première partie du témoignage d'Eveline Askolovitch. Rendez-vous très bientôt pour la partie 2. Si tu ne veux pas louper sa sortie, n'hésite pas à t'abonner avec la cloche des notifications. Et si cette vidéo te plaît et que c'est pas déjà fait, n'hésite pas à liker, partager, commenter, faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.